En fait, ce qui m'a marqué, les premiers trucs qui m'ont marqué à l'hôpital, c'est d'une part, c'est le côté archaïque de nos logiciels. Je voulais demander si ça intéresserait d'avoir un compte Instagram d'un directeur d'hôpital. Comment on associe nos agents à la fois à ce qui se passe dans l'établissement et voire même à certaines décisions de l'établissement. Ça, je pense que c'est un vrai levier. Il y a eu des campagnes que j'ai fait en me disant parfois on recrute via Instagram, via mon propre compte, et clairement ça a marché. Bienvenue dans le temps de la relève. Je suis Marie-Noëlle Tissier, professionnelle de santé et engagée à donner la parole à celles et ceux qui agissent pour transformer notre système de santé. Soignants, managers, chefs d'établissement, entrepreneurs, ils viennent tous nous partager leurs projets, leurs initiatives et nous expliquent pourquoi cela fonctionne. La relève est en marche, alors on ouvre le micro. Avant de commencer, un mot sur notre sponsor du jour, Health Consultant. Experts du secteur sanitaire et médico-social depuis 30 ans, ils aident vos équipes à avancer, s'organiser et innover. Management, RH, stratégie ou qualité, ils sont là. Si vous cherchez des pros en formation, conseil, coaching ou évaluation, vous êtes au bon endroit. Et pour les auditeurs du temps de la relève, un premier diagnostic est offert. Mentionnez le podcast en les contactant sur leur site internet healthconsultant.fr. Health, E-L-S-E. Dans les hôpitaux, attirer et fidéliser les professionnels n'a jamais été un défi aussi complexe. Entre la concurrence accrue, la méconnaissance de certains métiers et les attentes qui évoluent, chaque recrutement peut devenir un véritable parcours du combattant. Et pourtant, derrière ces enjeux, il existe des initiatives concrètes qui redonnent envie, qui valorisent les équipes et qui peuvent transformer le quotidien de nos professionnels de santé. Mon invité d'aujourd'hui connaît très bien ce sujet. Ancien directeur des ressources humaines, il a mené sur le terrain des projets pour améliorer la qualité de vie au travail, faire découvrir des métiers de l'hôpital et mieux informer les candidats. Bonjour Nicolas. Bonjour Marie-Noëlle. Je suis ravie de t'avoir dans cet épisode. C'est vrai que ça faisait plusieurs mois qu'on avait échangé. On a des emplois du temps très chargés tous les deux. Je pense que le tien est encore plus chargé que le mien. Mais je suis vraiment ravie de pouvoir faire cet épisode. C'est vrai que le sujet attractivité, fidélisation, c'est, je pense, un des sujets les plus compliqués actuellement dans notre système de santé. Et ça me tenait à cœur de pouvoir avoir quelqu'un qui est, on va dire, au cœur de ce sujet, qui a quand même une sacrée expérience. Tu vas pouvoir aussi nous en dire plus sur tout ce que tu as pu faire au sein des hôpitaux. Mais en tout cas, voilà, ça va être un programme qui va être chargé. J'espère que tu vas pouvoir nous donner des petits conseils pour tous les DRH, les directeurs d'établissement, les cadres qui se posent, je pense, beaucoup de questions sur comment on peut arriver à recruter aujourd'hui, comment on peut arriver à garder nos soignants dans les hôpitaux. Donc ça va être un programme très chargé, mais qui va être, je pense, passionnant. Avant toute chose, je vais te laisser te présenter parce que ton parcours est très chargé. Donc je te laisse te présenter et puis après, on pourra commencer à aborder différents sujets. Merci beaucoup Marie-Noëlle. Donc moi je suis Nicolas Delmas, j'ai rejoint la direction générale de l'offre de soins, donc le ministère de la Santé, il y a maintenant un peu plus d'un an. Je dû arriver, je commençais ma prise de poste en juin et je suis venu effectivement à partir du 1er septembre. Et juste avant, j'ai été durant plus de 4 années et demie directeur des ressources humaines dans 2 hôpitaux de la PHP, donc les hôpitaux parisiens, à l'hôpital Bichat, Claude Bernard, dans le 18e arrondissement, et l'hôpital Beaujon, à Clichy-Aiguerennes. Ça représente à peu près 6000 agents. Et donc, ces 2 hôpitaux, ils font partie d'un groupe hospitalier sur lequel j'étais en charge de l'ensemble de l'attractivité de 7 hôpitaux, soit à peu près 15 000 agents. Donc, on va dire un poste quand même assez intense, je suppose. Clairement challengeant. Je suis arrivé en plus à l'hôpital le 1er janvier 2020, donc à 15 jours de la crise Covid-19. Parfait. Et en plus d'un hôpital, l'hôpital Bichat, qui est spécialisé dans les maladies infectieuses. Donc effectivement, on a eu assez rapidement le premier patient, qui était un patient d'origine chinoise, qui est venu à l'hôpital Bichat, et la plupart des ministres qui sont venus dans la foulée. Voilà, donc comme ça, une prise de poste directe. Tu avais travaillé dans la santé auparavant, avant de prendre ce poste ?
Pas du tout, j'avais travaillé d'abord dans les affaires européennes à la Cour de justice de l'Union européenne et après j'avais, travaillé à l'Assemblée nationale. D'accord. Et alors, bah, donc, tu te doutes bien à ma question, pourquoi la santé? Alors en fait, j'avais quand même un intérêt pour la santé, puisque j'avais quand même fait un DU droit et santé il y a quelques années déjà et ensuite, en fait, mon expérience à la Cour de justice de l'Union européenne m'avait quand même convaincu que je cherchais des postes beaucoup plus opérationnels et de terrain Ouais, et des postes de management et donc j'avais un peu fait le tour des différents postes de concours, offerts et il y avait notamment le poste de directeur d'hôpital. d'accord. Et comme étude, tu avais fait quoi comme parcours? Tu avais fait quand même des ressources humaines ou pas du tout? Pas du tout, j'avais fait du droit et du droit européen et après par contre quand j'ai postulé pour être directeur directeur d'hôpital, j'avais plutôt en envie d'être DRH. D'accord. C'était vraiment cette valence-là qui m'intéressait particulièrement parce que je trouvais qu'il y avait le plus à faire et que, il y avait quand même vraiment quelque chose à construire avec les agents. Et donc, prise de poste 15 jours avant le Covid, c'est parti. Je suppose que tu as beaucoup de choses qui t'ont marqué. Comment ça s'est passé pour toi, bah, voilà, de commencer ce poste à l'hôpital qui est souvent, voilà, des secteurs qui sont un peu particuliers, même si voilà, tout le monde, voilà, peut dire que son domaine est particulier, mais sur les ressources humaines, c'est quand même un peu un casse-tête. On n'est pas sur des horaires classiques, des recrutements qui peuvent être, un peu compliqués. Comment tu as vécu les premiers jours? Bah, d'une part, en fait, ce qui m'a marqué les premiers trucs qui m'ont marqué à l'hôpital, c'est d'une part, bah, c'est le côté archaïque de nos logiciels, le fait qu'on fait encore tout en beaucoup on faisait en tout cas à l'époque en procédure papier. Donc ça veut dire des papiers qui se perdent avec des autorisations que tu retrouves plus, des heures supplémentaires non déclarées sur un papier que personne ne sait où il est initialement. Donc pour la mise en paye, c'est catastrophique. Le fait qu'à l'inverse, les recrutements sont urgents, surtout, bah, évidemment en période de crise sanitaire, se faire recruter pour le jour J, hein. Donc ça veut dire vérifier et en fait, il y a quand même des enjeux parce que derrière ça, si tu vérifies pas si la personne a un casier judiciaire vierge, tu peux avoir des mauvaises surprises très rapidement. Donc voilà, ça c'était un premier truc qui m'avait marqué. Deuxième truc, c'est que je trouve que l'hôpital, c'est un milieu qui est effectivement un milieu de l'urgence, donc ça c'est normal et je trouve que ça ruisselle sur d'autres secteurs qui devraient pas être aussi urgents que ça et donc je trouve les acteurs se crispent beaucoup plus vite qu'ailleurs et donc assez vite, tu peux quand même avoir des échanges de mails que tu trouverais jamais dans aucune autre institution parce que ça déborde de voilà, enfin les gens, je trouve qu'il y a une violence quand même dans les échanges qui m'a vraiment surpris, même si je m'en doutais un peu, là-dessus. Après, ce que j'ai trouvé vraiment dès le début hyper intéressant, c'est qu'il y avait plein de trucs à faire et qu'il fallait remettre du concret et surtout les agents, ils étaient en forte attente de la DRH et avec toujours le côté les administratifs et l'administration, ils sont loin de nous, on les voit jamais et donc il y avait tout un champ à réinvestir de comment on remet du lien avec nos agents. Tu avais une équipe, je suppose de dire enfin, au niveau de la DRH, comment ça se constituait pour toi? Parce que tu étais pas, on va dire, en charge de tes 16 000 agents. Je suppose que voilà, c'était découpé un petit peu? Tout à fait. Alors déjà, effectivement, j'avais un chef, DRH, c'était sur l'ensemble du groupe hospitalier, donc lui, il chapeautait tous les sujets. Après, dans notre organisation, nous, on était vraiment DRH de plein exercice sur nos sites. C'est qu'on faisait tous les sujets RH sur nos sites, donc formation, paye, réclamation, dialogue social. Moi, j'avais d'abord que Bichat à l'époque, donc Bichat, c'est à peu près 3 600 agents et après seulement j'ai récupéré Beaujon. Hem Et pour le coup, c'était effectivement, j'avais la chance aussi d'avoir des super équipes en dessous et ça, c'est vraiment fondamental. Quand tu arrives et tu as des équipes qui, à la fois, connaissent la réglementation, sont à l'aise et connaissent un peu l'établissement, tu arrives plutôt quand même dans un chausson. Ouais, surtout connaître l'établissement, je pense que ça, c'est vrai que c'est un peu, surtout enfin moi je me rappelle, tu vois, quand j'ai pris certains postes, de cadre où tu arrives dans un établissement, assez important et là, c'est un peu, voilà, si tu as pas quelqu'un ou une équipe qui te guide, un petit peu, c'est vrai que tu peux perdre, on va dire, beaucoup de temps, je pense, dans ta prise de poste. Très Heu, clairement et très clairement et en plus, l'avantage qu'il y avait pour moi aussi à Bichat, c'est qu'il y avait une équipe de cadres, alors plutôt côté soins, qui était plutôt, voilà, à la fois loyale et respectueux de l'institut enfin de la hiérarchie et dans ça, c'est quand même plus facile aussi d'arriver où tu peux faire assez vite confiance aux gens et avoir des échanges quand même assez fluides. Si dès le début, tout ce que tu dis, tu doutes, c'est un peu compliqué. c'est quoi la première chose que tu as pu mettre en place quand tu as pris ce poste? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui où tu t'es dit: «Allez, c'est mon cheval de bataille, numéro 1, ça va être sur ça que je vais bosser, les premiers mois»? Même si je me doute qu'avec le Covid, il y avait aussi beaucoup de choses, hein, bien entendu. Bah, alors je vais me permettre de dire qu'il y en a 2. Il y en a eu en fait, il y en a eu un par rapport au Covid vraiment, c'est qu'en fait, il y avait plein d'informations, parce que tout était exceptionnel. Il y avait des taxis pour les soignants. Je me rappelle la première vague, il y avait plus de transports en commun
enfin, il y avait le métro qui fonctionnait, mais certaines lignes très loin, il y avait peu de transports en commun, notamment la nuit. Donc en fait, il y avait quand même des trucs qui existaient nulle part ailleurs. Il y avait télétravail pour beaucoup de gens à temps plein. Et voilà, il y a plein de règles un peu exceptionnelles. Et en fait, ça changeait tous les jours quasiment. Et je m'étais rendu compte, mais c'est normal, hein, qu'il y avait trop d'informations qui circulaient à la fois, avec pas du tout une mise à jour. Et en fait, les agents et les cadres, ils savaient plus où chercher. Et en fait, on avait mis en place un petit livret qui s'appelait Covid DRH. Et en fait, l'idée, c'était de contenir toute l'information qui était validée et reconnue par ADRH. Et donc, on le mettait à jour en temps réel sur Internet. Donc, il y avait un lien qui était accessible et sinon, ils pouvaient l'imprimer. Et donc, on l'avait déployé d'abord sur mon établissement. Et après, il a été repris dans plusieurs hôpitaux de la PHP, comme effectivement, il contenait un peu tout. Et ça, c'était vraiment un truc où après, les agents et les cadres, ils pouvaient dire, bah, c'est dans là-dedans, c'est j'ai le droit. Et ça a quand même simplifié nettement les circuits d'information. Et après, un truc beaucoup plus basique qui m'a marqué, je suis arrivé à Bichat et il n'y avait pas d'accueil de nouveaux arrivants. Et ça peut paraître con, mais en fait, alors c'est toujours pareil, en fait, c'est que ça fait partie des premiers trucs qu'on supprime quand il faut faire de l'économie. Mmh. Ça coûte pas très cher, mais on se dit, bah, c'est facile finalement à économiser 2 000 € à l'année. Mais en fait, les 2 000 € que tu économises à l'année, tu les perds mais tellement à côté. Parce qu'en fait, les gens, ils sont hyper, ils trouvent ça, à raison, hyper important. C'est-à-dire d'avoir un petit moment d'échange avec le DRH, voire même le directeur d'établissement qui vient pour juste dire bonjour, voilà, enfin, bienvenue dans l'établissement. Ça dure pas longtemps, ça dure une demi-heure. Et bien, effectivement, c'est un moment marquant. Et je me souviens parce que ça a été mon combat dès la sortie de crise. Et on a fait le premier en juin 2020. Donc, juste après le Ouais. confinement, on a mis en place et on s'était un peu bataillé avec certaines directions pour qu'elles disaient c'était pas le moment, etc. Et donc l'hygiène avait vérifié les conditions pour qu'on puisse respecter évidemment les règles de séparation, etc. Mais c'était un moment, tu vois, qui a permis de remettre du lien, un truc assez basique, mais qui était hyper attendu. Ouais, souvent, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai bon, l'hôpital en général essaye quand même de trouver toujours des leviers d'économie, à juste titre, bien entendu. Mais c'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est des choses, voilà, des petits bouts où on va supprimer, mais qui ont en fait une importance capitale. Dans l'hôpital, moi, tu vois, j'ai un souvenir de photocopie couleur, par exemple. Mmh. On avait dit non, c'est terminé, on ne photocopie plus en couleur. Et en fait, on s'est rendu compte au bout de quelques mois, mais que ça mettait un bazar total, et donc finalement, bon, bien sûr, on l'a remis et bon, voilà, c'était pas sur ça en tout cas qu'il y allait avoir une sacrée économie. Heu, alors en effet, c'est vrai que comment dire? La prise de poste, je pense que c'est assez capital. Puis quand tu arrives, dans un hôpital, surtout un gros hôpital où tu te dis: «Comment on va faire, pour arriver, voilà, à prendre ses marques?» Comment ça se passait le nouvel arrivant? Alors on va dire, tu as eu la période covid, donc je suppose que c'était très léger, parce qu'il y avait tous ces problèmes de distanciation. Mmh. Mais par la suite, est-ce qu'après ça s'est étoffé? Vous avez pu vraiment mettre en place, voilà, un accueil plus complet? Tout à fait. Bah, après, on a un peu progressé pas à pas, parce qu'on repartait de zéro, c'est con, parce qu'en fait, il fallait tout recréer, alors que sûrement ça avait existé par le passé. Donc après, on a mis en place un système où donc dès que ton recrutement était validé, tu recevais un mail de la DRH pour te dire bienvenue dans l'hôpital Bichat. On t'envoyait dès à présent, donc même si tu arrivais 6 mois enfin même si on savait 6 mois à l'avance que tu arrivais, tu recevais un livret d'accueil d'ores et déjà. On t'envoyait aussi, pareil, il y avait une salle de sport qui était une association sportive. On t'envoyait aussi des éléments sur cette salle de sport. D'ores et déjà, si tu voulais t'inscrire, etc. Et après, un mois avant, on te rappelait qu'il y avait cet accueil-là. Et donc après, tu étais accueilli donc, autour d'un petit déjeuner avec d'abord un petit temps de profiter café, accueil café, et après un petit temps d'échange avec la DRH. L'occasion de pouvoir déjà échanger avec les gens de la DRH et être sûr que voilà, il y a pas de, enfin que tout se passe bien, qu'il a bien reçu potentiellement même son contrat, etc. Et après de leur expliquer comment ça allait fonctionner leur première journée, vers qui se tourner en cas de problème. Ça peut arriver malheureusement. Et après de faire le lien avec l'encadrement. Et en fait, tu vois, rien que ce truc-là, et ça a quand même permis parfois même de récupérer des situations où en fait on s'est rendu compte que le cadre il a fait venir quelqu'un qu'on n'avait pas recruté. Voilà, donc quelqu'un était là, mais en fait il a dit: «Ah, j'ai jamais reçu mon contrat». Bah Le oui, mais en fait classique. voilà. Et ouais, j'étais un peu gêné, mais au moins ça t'évite le sketch que j'ai travaillé depuis 3 jours et j'ai pas été payé. Oui, mais en même temps, qui vous a fait travailler, voilà. Et ça a permis vraiment plein de trucs, même tu vois, à notre niveau, c'est parfois de se dire: «Ah bah tiens, il est venu, mais par contre nous, de notre côté, on n'a pas fait le contrat, donc il faut qu'on se dépêche». Voilà, ça a quand même permis vraiment de récupérer des situations et déjà de pouvoir répondre à tes questions basiques, mais qui sont finalement et aussi de désacraliser un peu la DRH. Je pense que vraiment, il faut pas que les gens, ils aient peur de la DRH et que vu que la DRH est parfois vue comme c'est eux qui sanctionnent Mmh. et c'est eux qui font des erreurs de paye, donc c'est les méchants. C'est important aussi qu'on montre que non, notre d'abord rôle, c'est accompagner nos collaborateurs, nos agents
Et après, oui, bien sûr, on a un pouvoir disciplinaire, ça faut l'assumer, il y a pas de problème, mais c'est pas notre rôle premier. Ça, je pense, c'est important aussi de dire la DRH toujours, notre porte est toujours ouverte, quoi. Et c'était pour tous les agents, quels qu'ils soient dans l'hôpital? C'est-à-dire, administratifs, comme soignants, comme, médecins, c'était pour tout le monde? Alors, c'était d'abord que pour les, on va dire, les non médicaux, parce qu'il y a toujours un sujet d'associer les médicaux, même si moi je voulais d'emblée faire tout le monde, parce que je trouvais que c'était un peu l'occasion d'eux. Donc c'était plutôt, mais vraiment c'était vraiment administratif, soignant, ça, il y a pas de distinguo, hein. C'était vraiment, en fait, tous les arrivants du mois. J'ai la chance d'Abichat d'avoir un gros site, et dans tous les mois, j'ai entre minimum 20 à 30 personnes qui viennent. Ouais, donc Voilà, et voir même pour les grandes sorties d'écoles, notamment infirmières, en septembre, j'ai plutôt entre quasiment 100 personnes qui sont là. Donc, tu vois, c'est l'avantage du gros site. Donc pour le coup, on peut toujours faire un événement qui a quand même un peu de valeur et pas juste 3 personnes sur une photo et qui se regardent en duel. Voilà, et après, à partir de novembre 2020, on est même arrivé à associer les internes dans un petit événement. Après, mais tout en après prévoyant des temps différents, parce que forcément l'information à donner a posteriori, elle est différente, mais qu'il y a un petit moment où on se croise, où on échange, là-dessus. OK. Ouais. C'est hyper intéressant aussi, tu vois, de que tu nous parles aussi de la complexité aussi de l'information, qu'il y a à transmettre suivant aussi, voilà, les personnes qui rejoignent l'hôpital. Donc nouvel arrivant, premier cheval de bataille. Heu, Est-ce que, bah, voilà, par la suite, tu es resté quand même quelques années, tu as d'autres choses où concrètement, tu as pu en tout cas, voilà, monter certains projets qui ont permis en tout sur sur ces hôpitaux, parce qu'on en avait plusieurs, d'arriver à alors bon, je sais pas si c'était relancer l'attractivité ou fidéliser, je sais pas quelles étaient vos problématiques à ce moment-là, parce que c'est vrai que sortie du covid, c'était un peu bizarre. Comment quel projet en tout cas tu as pu mener sur tout ça? Alors moi, j'avais un gros sujet en tant que DRH de comment je contactais mes agents. Ça, c'était mon gros sujet, comment j'arrivais à communiquer sur ce qu'on faisait d'une part, mais même comment j'arrivais à leur donner de l'information utile pour eux, à savoir campagne de congés bonifiés, campagne de compte d'épargne-temps. Voilà, ça, on arrivait, campagne de promotion professionnelle. Donc, tu vois, c'était dommage. Tous les ans, on finançait des gens pour devenir infirmiers, alors qu'ils étaient aides-soignants, pour devenir infirmier anesthésiste, alors qu'ils étaient infirmiers. Et bien, tous les gens, on avait des gens qui venaient nous voir en disant: j'ai pas vu l'information, j'ai raté la campagne, et donc en fait, ils ne pouvaient pas être éligibles. Et je me disais, enfin, c'est catastrophique de pas arriver à toucher les agents qu'on veut viser, et que parfois, en plus, des super dossiers qu'on aurait pu financer si on les avait eu à temps. Donc c'est vraiment, pour moi, un échec collectif de pas y arriver. Et donc là-dessus, on a travaillé sur plusieurs canaux, et c'était vraiment mon grand cheval de bataille, c'est comment on associe nos agents à la fois à ce qui se passe dans l'établissement, et voire même à certaines décisions de l'établissement. Ça, je pense que c'est un vrai levier d'attractivité et surtout de fidélisation. Ouais. À partir du moment où on sait comment l'institution, ce qu'elle fait et ce qu'elle prévoit, et même qu'on peut participer, je pense qu'on se sent beaucoup plus inclus dans l'institution. Donc pour moi, il y avait un premier sujet, c'était donc informer. Ça, c'est le premier axe. Donc on a d'abord fait une lettre pour les cadres, parce qu'en fait, les cadres, c'est un peu les premiers relais qu'on a. Donc on a fait une lettre hebdomadaire, c'est la lettre RH aux cadres, pareil, qu'on a fait directement d'emblée à l'ensemble d'un groupe hospitalier, et qui a été très couru. Et après, les cadres, parfois, ils l'imprimaient dans leur service pour dire aux agents: voici les informations de la DRH pour vous. Et ça, pour moi, c'était un peu le premier levier, mais c'était pas suffisant, parce que les cadres, c'est un premier niveau, mais c'est pas le bon niveau. Donc après, on a fait une lettre RH aux agents tous les mois avec, attention, lancement de la campagne, machin. Mais le fait qu'il y ait un rendez-vous récurrent dans l'agenda, c'est plus facile pour les gens de retrouver le mail. Si tu envoies des mails un peu au hasard, tu sais jamais si tu l'as raté ou pas le mail. Parce que c'est pas, alors que si tu dis que quoi qu'il arrive, même si tu n'as rien à raconter, tu feras un petit mail, ils savent qu'ils doivent recevoir un mail. OK. Et ça, ce côté récurrent, ça permet de plus facilement retrouver. Pareil, si le fait qu'il y ait un titre facilement identifiable, lettre RH aux agents, lettre RH au cadre, ça facilite le fait de retrouver un mail que tu as fait. Alors que si tu changes toujours le nom pour dire une fois campagne prime de service, etc., eux, en plus, ils sont pas du tout familiers avec les terminologies que tu emploies. Mmh. Et donc, il y a toutes les chances que tu les touches pas. Et malgré ça, malgré ces types d'informations, on n'arrive pas toujours à toucher nos agents, parce qu'on a beaucoup de soignants qui n'ont pas de mail pro ou qui n'y Mmh. vont jamais. Ouais. Et donc là, mon dernier chantier qu'on a fait, et en plus, c'est entre guillemets bien tombé, parce que c'est l'année où il y a eu la panne informatique à la PHP, on a fait une, on a fait une boucle WhatsApp. Enfin, oui, c'est une chaîne WhatsApp, pas une boucle, une chaîne. Et en fait, la chaîne WhatsApp, ça te permet de donner l'information descendante à tes agents via leur numéro de téléphone. L'avantage, c'est qu'ils peuvent couper les notifs ou les réactiver quand ils veulent. Ils peuvent s'abonner au choix. Tu ne vois pas leur numéro de téléphone, donc tu ne prends pas leur numéro de téléphone perso. Donc ça respecte totalement leur vie privée, mais ça permet de pouvoir les contacter directement. Et tu vois, un truc tout bête, lorsqu'il y a pas d'informatique, on pouvait même plus leur envoyer de mail pour leur dire: il y a une panne informatique, préparez-vous.
Alors qu'à l'inverse, moi, j'ai pu envoyer un message via Ouais. WhatsApp à plus de 700 personnes pour dire: «Attention, soyez pas surpris, il y a une panne informatique, c'est pour ça que vous pouvez pas vous connecter, c'est pour ça que rien ne marche» et voilà. Et en fait, ça permet de toucher directement les agents et ça, je pense que c'est un enjeu majeur là-dessus. Et après, même si on doit encore aller plus loin, je pense qu'on peut les aider à participer. Mmh. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est facile de pouvoir sonder les agents. Mmh. Et moi, je prends toujours cet exemple. Avant qu'on fasse, je reviendrai après sur la journée de la nuit, avant qu'on fasse cet événement pour les professionnels de nuit, en fait, on avait fait un sondage, enfin, on avait un peu questionné les professionnels de nuit sur qu'est-ce qui dysfonctionnait, qu'est-ce qui marchait bien pour eux. Et on était tous persuadés, DRH comme syndicat, qu'il y avait un problème d'accès à la formation. Ces formations ont lieu le jour et ces professionnels travaillaient la nuit. Et donc, on s'était dit, on va être transparent, comme ça, les syndicats, on va poser la question à nos professionnels. Et voilà, ça fait partie des questions qu'on a posées, comme la restauration, etc. Et bien, sur la formation de jour, qui a lieu le jour, à 80%, dans 7 sites différents, dans 7 hôpitaux dont j'avais la charge sur l'attractivité, ils ont répondu, il n'y a pas de problème d'accès à la formation. Bah, tu vois, alors qu'on était déjà en train de réfléchir à, tiens, on va payer des formations super chères de nuit, alors qu'en fait, il y a pas de problème. Et en fait, le fait d'avoir ce résultat-là, d'une part, on a pu dire, suite à votre consultation, on a mis ça en place, ou à l'inverse, on l'a pas mis, mais ça répondait à une question que vous avez faite. Et ben, en plus, même par rapport au dialogue social dans mon hôpital, les syndicats, ils ont arrêté d'en parler. Parce qu'ils avaient la preuve formelle, puisqu'on avait fait un sondage dédié à des professionnels, qu'en fait, il n'y avait pas de sujet. Donc, au lieu de parler de sujets qui, en fait, ne répondaient pas au problème, on a pu parler des autres sujets. Et notamment, à l'inverse, ils avaient pointé du doigt ce qu'on mettait en place au niveau de la collation de nuit. On savait aussi, enfin, on pensait savoir qu'il y avait un problème. Bon, là, clairement, il y avait un problème. Et ben après, ça a justifié que la PHP puisse permettre de mettre en place des tickets restaurants pour les professionnels de nuit. Ouais. Mais ça, on a pu le faire parce que justement, on avait des chiffres étayés qui montraient un dysfonctionnement. Et de pouvoir dire aux gens, c'est pas la direction qui a décidé dans son coin tout seul, en essayant de sentir l'air du vent, mais en essayant, en basant de données précises, factuelles, ça a un impact énorme. Ces gens se sentent écoutés dans ce qu'ils ont fait. Et comment tu as réussi à avoir ce sondage, justement? Tu leur as envoyé un mail ou tu as utilisé ta boucle WhatsApp? Alors, à l'époque, ma chaîne, elle n'existait pas. Mais par contre, ce qu'on a fait, c'est évidemment, on est passé par des mails, mais surtout, on a eu la chance d'avoir à la fois les cadres de nuit qui sont allés dans chacun des services, et surtout, on avait fait un QR code. Et ça, le QR code, il peut être facilement imprimé dans le service. Et dans le service, ils avaient joué le jeu, ils avaient battu leur appel, et on a quand même plus de 600 répondants sur 1500 professionnels concernés. Ouais. Donc, franchement, c'était un taux de participation explosif par rapport à d'habitude. Et donc là-dessus, on a vraiment pu avancer. Et parce qu'on a mis justement des QR codes partout pour que vraiment ça soit facilitant pour eux et qu'ils aient pas à galérer là-dessus. Ouais, c'est souvent en fait des outils assez simples, qu'on va utiliser, qui sont pas très coûteux, mais pour autant qui vont avoir un gap, tu vois, sur le mieux informé, et puis aussi que les personnels, notamment ceux de nuit, se sentent aussi concernés par la vie de l'hôpital. Parce que c'est vrai que souvent, la problématique des équipes de nuit, c'est qu'ils se sentent, voilà, c'est des laissés pour compte, on vient pas les voir, ils savent pas ce qui se passe, dans l'hôpital, et puis, c'est le milieu un peu fermé de la nuit, tu vois? Ça me rappelle un peu aussi le milieu bloc opératoire où non, en bloc, c'est complètement fermé. Donc c'est vrai que la nuit, c'est souvent là où, en plus, on peut avoir quand même pas mal de difficultés de sécurité, de violence, et parce que justement, ils sont beaucoup plus isolés. Voilà, il y a pas de DRH la nuit, il y a pas de directeur alors il y a les astreintes, bien entendu, mais c'est pas tout à fait pareil, quoi. Heu et justement, tu vois, sur tes équipes de nuit, est-ce que toi, il y avait une demande, en tout cas de leur part, au niveau de la DRH? Est-ce qu'ils avaient l'impression, que, ils n'avaient pas du tout accès, aux informations de DRH, ou en tout cas, ils avaient pas de contact avec eux? Comment tu as pu justement refaire un lien avec eux? Effectivement, on avait nous juste une permanence le mardi matin. On ouvrait à 7 heures pour toucher les professionnels de nuit. Sauf que le problème, c'est que du fait des roulements, le fait d'avoir une permanence le même jour, donc le mardi, ça fait que, enfin, vu le roulement, c'est une fois tous les 15 jours pour un professionnel de nuit. Ouais, Donc pour peu que ce jour-là, il oublie le papier, ouais. tu reportes à une fois tous les mois, et il n'y avait pas d'autre moyen d'accès de la DRH. Et donc ça fait partie justement du sujet. On entendait souvent, à raison à mon sens, hein, les professionnels de nuit se plaindre qu'il n'y avait rien fait pour eux, que la DRH était éloignée, clairement, ils ne voyaient jamais. Et donc on a mis ça en place avec mes équipes. D'une part, en fait, grâce à ce questionnaire qu'on a fait sur la nuit de manière générale, on a demandé aussi qu'est-ce qu'ils voulaient comme moyen de contacter la DRH. Et tu vois, pareil, on s'est demandé s'il fallait ouvrir un deuxième jour de permanence. Et bien, tu vois, ça, typiquement, c'est pas une demande de leur part. Par contre, avoir un accès à distance à la DRH, c'était une forte demande. Pareil, avoir une boîte aux lettres, parce que parfois, ils avaient à l'inverse tous leurs formulaires bien remplis,
et plutôt qu'à devoir faire la queue, parce que forcément le mardi à 7 heures du matin, il y avait toujours la queue parce que tous les gens qui voulaient voir la DRH étaient là. Et donc en fait, avoir même juste une boîte aux lettres où tu peux déposer ton dossier directement complété s'il est bien complété, bah, rien que ça, c'était une demande forte. Donc en fait, on a mis en place ça. On a travaillé avec mes gestionnaires paye sur un formulaire parce qu'en fait, le problème qu'on avait eu du formulaire, en fait, si tu mets une boîte mail générique, c'est que les gens, ils te contactent sans préciser leur identité. Et ça, c'est un vrai problème qu'on a eu durant le Covid parce qu'on avait été obligé de le faire. Mais en fait, tu vas avoir un mail avec écrit Paris Saint-Germain Forever @gmail.com qui te dit il manque des heures supplémentaires. D'accord, en fait, vous êtes qui? Quel APH? Dans quel service? À quel moment? Enfin, tu vois, en fait, il manquait plein de données et en fait, ça, les gestionnaires m'avaient montré, ça faisait parfois 40 mails pour arriver à la demande finale. Et donc, en fait, c'était énormément de temps perdu. Puis en plus, il faut suivre le mail, savoir ce que ça devient. Il faut que l'agent y réponde vite. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, on a travaillé avec eux et ma référente attractivité pour mettre en place un formulaire avec des items qui permettent de bloquer avec écrit justement, on connaissait un peu les sujets principaux. Donc, en fait, tu vois, heures supplémentaires, quand tu cliquais, il y avait écrit à quelle date, quel service, combien d'heures, et cetera, et cetera, qui déjà facilite le travail des gestionnaires à paye et facilite l'échange. Parce qu'en fait, il faut éviter les 40 mails pour avoir une question. Voilà. Et ça, c'était un vrai problème qu'on avait eu. Et après, à côté de ça, c'était un peu le côté, on va dire, pratico-pratique. Mais moi, j'ai trouvé, voilà, ça manquait d'un truc dédié pour la nuit. Et donc, on a mis en place d'abord sur mon hôpital et après dans l'ensemble de la PHP, parce que lorsque Nicolas Revel est arrivé à la PHP comme directeur général, il a repris ça dans ce qu'il appelle le levier 8 sur la nuit. Et donc, il a repris ce qu'on appelle la journée de la nuit. Donc, c'est un événement qui, à l'inverse, est dédié à 100% pour les professionnels de nuit, avec pour vocation d'avoir un moment, on va, exclusif de la DRH. Et au début, c'était que la DRH, parce que c'était nous qui l'avions mené. Et en fait, au fur et à mesure, il y a plein de services qui sont greffés sur ce sujet. On a l'hygiène, la médecine du travail, on a même la direction des soins, on a eu des mutuelles, des banques. Enfin voilà, on a eu pas mal d'acteurs qui se sont proposés, voilà, pour essayer justement de toucher cette population-là. Et au début, il y avait pas mal de questions, hein, donc on l'a fait. Et c'est vrai que maintenant, enfin sur la fin, moi je me rendais compte, c'était tous les trimestres. Et sur la fin, les gens, ils venaient juste pour me dire bonjour. Ils étaient juste contents qu'on soit présent dans le hall de l'hôpital, voilà, disponible pour eux. Ils n'avaient même plus forcément de questions, puisqu'on avait pu répondre à leurs questions la dernière fois. Et ils étaient juste contents de nous voir, voilà. Ouais, c'était un Donc c'était moment aussi un peu convivial, de se dire, voilà, vous êtes pas laissés pour compte, quoi, on et vous ça, connaît aussi. mais c'était marrant parce qu'après, tu vois, même il y avait des sujets où les professionnels entre guillemets, se battaient entre eux pour être sur le roulement de nuit de notre prochaine journée de la nuit. Voilà, et donc on faisait justement attention sur les prochaines journées, à chaque fois, à changer de roulement, Ouais. parce qu'il y avait légèrement 2 grands roulements à l'hôpital, pour justement bien toucher tout le monde. Il y a des gens qui demandaient exprès à permuter pour se retrouver sur le roulement où on était présent. Ouais, donc c'était une Voilà. vraie demande, quoi. Il y avait vraiment quelque chose à faire, pour ces professionnels-là, quoi. Voilà. Et pourtant, tu vois, ça coûte en soi rien, Ouais. mais ça a été hyper apprécié par les gens. Et le fait d'avoir les services de la DRH, de passer en chacun des services, c'était, voilà, très apprécié et très reconnu. Ouais. Ça me rappelle vraiment, tu vois, moi j'avais un moment, j'étais dans un hôpital où je faisais de l'hygiène hospitalière et donc je ritualisais pareil, des soirs où je venais, rencontrer les équipes de nuit et cetera et en fait, pareil, il y avait pas vraiment, de sujet ou alors voilà, de temps en temps, on avait un vrai sujet sur un patient et cetera. Mais par contre, c'était un moment convivial et surtout ça permettait de créer un lien et le jour où il y avait quelque chose, le jour où ils avaient un problème, bah, ils avaient pas hésité à te solliciter et ça, c'est vrai que ça permettait vraiment de recréer ce lien qui des fois, quand on est, voilà, avec des équipes, un peu transverses, on a un peu de mal à les solliciter parce qu'on les connaît pas. C'est hyper intéressant en tout cas, tu vois, que tu nous expliques aussi des choses qui sont assez simples, à mettre en place, dans les hôpitaux. Ça, c'était, on va dire, sur la vie, inter-hôpital, mais je sais que tu as fait aussi pas mal de choses pour faire connaître, l'hôpital, pour justement ouvrir, bah, des possibles carrières et emplois. Comment, en tout cas, ça t'est venu à l'idée de pouvoir aussi, décloisonner un petit peu l'hôpital et montrer un peu ce que c'est? Bah, parce que en fait, pour moi, il y avait 2 sujets. Il y avait d'une part, bon, un sujet d'attractivité, donc il fallait recruter des nouveaux candidats qui n'étaient pas à l'hôpital. Donc c'était faire connaître l'hôpital, montrer quand même qu'il y avait un dynamisme et qu'il y avait aussi de l'innovation à l'hôpital. C'est pas seulement une innovation médicale, qu'il y avait aussi une innovation même administrative et qu'il y avait des gens qui essayaient de refaire l'hôpital. Et après, je m'étais rendu compte, voilà, qu'il y avait quand même un découplage et une incompréhension entre les administratifs d'un côté et les soignants. Et que je pense que c'était un peu au moins notre rôle aussi de directeur d'hôpital, c'est de montrer notre métier et la réalité de notre métier. Parce que je pense qu'une bonne partie de l'incompréhension vient pas d'une séparation nette, mais sur vraiment d'une incompréhension
et que si on arrive à mieux se comprendre, d'une part, on travaille mieux ensemble et surtout, je pense que chacun est assez intelligent pour comprendre pourquoi ce que fait l'autre, il le fait comme ça. Voilà et donc à la base, c'était vraiment une question que j'avais posée sur Twitter, sûrement vers septembre 2020. Je lui ai demandé si ça intéresserait, d'avoir un compte Instagram d'un directeur d'hôpital et je pensais vraiment avoir 3 likes et me dire que c'était sympa et je me suis déconnecté et le lendemain, j'avais plus de 1 800 réponses et j'avais des milliers d'abonnés que je connaissais même pas, qui venaient de toute la France et beaucoup de soignants surtout, hein, qui disaient: «Beh, justement, nous, on est hyper intéressés parce que, parfois on comprend pas alors même que, effectivement, il y a un besoin». Et donc, l'idée, c'était à la fois de faire de la communication extérieure et interne, parce qu'à travers ce canal, pour montrer ce qu'on faisait. Et j'ai été petit à particulièrement marqué que lorsque j'ai mis en place après des visites de service, on voyait justement, on échangeait avec les équipes. Le premier service que j'ai fait, je m'en souviens toute ma vie, c'était la cardiologie. Et on fait notre petite présentation générale sur la DRH, ce qu'on fait, etc. Et là, il y a une fille qui s'appelle Marine, qui était infirmière, qui m'interpelle en me disant: «Est-ce que c'est vous qui faites le compte coulisses hospitalières?» Donc c'était le nom du compte. Je dis: «Oui». Et elle me dit: «J'ai plus appris en 2 semaines en vous suivant qu'en 6 ans à l'hôpital». Et je me suis dit que voilà, enfin, qu'on avait collectivement, raté un truc, ça arrive à tout le monde, et qu'en toi, ça pouvait offrir une réponse simple sur c'est quoi, en fait, la DRH, c'est quoi la direction, c'est quoi notre rôle, comment on peut aider les agents et comment on peut rendre l'hôpital attractif. Et sur plein de sujets, tu vois, ça m'a permis d'avoir des candidatures de gens qui postulaient par ce canal-là et d'avoir justement aussi de montrer qu'on pouvait effectivement être innovant, parler. Et après, pour moi, je pense qu'on avait vraiment un besoin de toucher d'autres publics que nos propres soignants. Et ce compte, c'était toi qui l'administrais? Il y avait que toi qui, donc c'était vraiment de ta démarche personnelle, où t et donc c'était affiché que tu étais à l'hôpital Bichat, donc voilà, tout le monde le savait, mais par contre, je suppose que tu étais suivi à la fois par du personnel de ton hôpital, mais aussi par, des personnes qui n'avaient pas du tout, de lien avec l'hôpital? En tout Oui, cas, pas cet même hôpital-là. majoritairement par des gens qui n'avaient pas de lien avec l'hôpital Bichat, parce que j'avais, plus de 2 000 abonnés et c'était, je pense qu'il devait avoir, 200 soignants de Bichat et 1 600 d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu arrivais à diffuser, enfin, fréquemment? Tu leur mettais, je sais pas, des infos quoi, plutôt RH ou vraiment hyper terrain, voilà mon quotidien? Alors ouais, l'idée pour moi, c'est à l'époque, c'était pas d'en faire un canal de communication, genre campagne de promotion interne. Ça, c'était pas ce sens-là parce que l'idée, c'était pas que enfin, pour moi, ça remplaçait pas les canaux internes de diffusion. Là, c'était vraiment plutôt de dire: «C'est quoi un gestion à paye?» Donc là, je prenais en photo mes gestions à paye et j'expliquais en 3 paragraphes, c'est quoi le quotidien de la gestion à paye. C'est quoi un responsable formation? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi la médecine du travail? C'est quoi le rôle et l'interaction avec le DRH? C'est quoi ma journée aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait concrètement aujourd'hui pour l'hôpital? Voilà, et c'était plutôt des trucs comme ça que je voulais vraiment rendre très concret. C'est, enfin, moi je trouve c'est une démarche qui est tellement, on va dire, innovante pour la santé. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui vont se dire, «Mais dans d'autres secteurs, tout le monde le fait». Oui, mais alors nous, dans la santé, c'est toujours on a toujours un petit peu de retard. Moi, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, d'avoir démocratisé complètement ça et d'avoir quelque chose d'hyper moderne et par contre qui touche tout le monde, pour le coup. Et ça peut peut-être inspirer, tu vois, des DRH qui nous écoutent, et qui vont peut-être se lancer demain, à faire des comptes, Instagram ou TikTok, puisque maintenant TikTok, ça y est, c'est bien implanté aussi. Bah, C'est hyper intéressant. Est-ce que tu as ressenti justement, heu, que ça t'a permis d'avoir plus de recrutement ou peut-être des personnes qui ont plus facilement été à la rencontre, tu vois, de l'hôpital et de se dire: «Tiens, je suis intéressée par aller travailler chez vous»? alors clairement oui, il y a eu des campagnes que j'ai fait en me disant parfois on recrute via Instagram, via mon propre compte et clairement ça a marché. Parce qu'en fait déjà moi je crois beaucoup que dans notre monde aujourd'hui, c'est beaucoup de l'horizontalité et c'est du pair to pair. Enfin, on est beaucoup plus sensible à quelqu'un qui va te dire de lui-même: «Venez travailler chez moi, c'est sympa», que au compte officiel de l'hôpital qui va dire: «Venez, on recrute». Mmh. Parce qu'on va se dire forcément le compte de l'hôpital, il est jugé parti, là où la personne, elle a pas été payée pour ça. C'est pas un sponsoring. Donc si elle le fait, c'est qu'elle le pense. Et donc si elle fait un travail que je reconnais, c'est qu'à mon avis, c'est vrai, voilà. Et ça, je pense ça enfin moi je l'ai vu. Après, j'avais même développé grâce à ce compte Instagram, un réseau avec les soignants de Bichat qui étaient eux-mêmes sur les réseaux sociaux. J'appelais ça mes ambassadeurs soignants. Mais ça, je le vois très bien. Un soignant qui écrit: «Venez dans mon hôpital, c'est sympa, l'ambiance est sympa, la direction, on travaille bien», ça va beaucoup plus convaincre que le même message de l'hôpital. Parce qu'on va se dire, à partir du moment où il a pas été payé pour le faire, c'est qu'il le pense et que dans le justement, c'est que c'est réellement ce qui est écrit.
Ah mais c'est sûr et puis je pense que ça match plus quand tu vois quelqu'un. C'est pas, tu ne discutes pas avec une page d'hôpital, quoi. Tu vas discuter avec une vraie personne. Heu, c'est hyper intéressant. Tu lancé ça en quelle année? C'était pendant le covid? Non, après? Non, ça c'était après la première vague, ça devait être en septembre 2020 que je OK. l'avais lancé et je pensais vraiment aussi me prendre beaucoup d'insultes de gens Mmh. en me disant: «Bah, finalement, vous travaillez pas». Finalement, c'est un peu toujours pareil les réseaux sociaux. Dès que tu écris dessus, les gens peuvent te dire moi, c'était un peu le 1er reproche que je voyais, c'était, bah, finalement, si tu es Ouais. dessus, c'est que tu travailles pas et en fait, bah, j'étais très surpris, j'ai jamais eu aucun commentaire en ce sens et j'ai plutôt des commentaires très positifs et ça m'a vachement surpris là-dessus. Je pensais vraiment avoir des gens qui me diraient, «C'est nul, ça ne nous intéresse pas» ou «Toi, c'est pas ça le rôle d'un directeur», alors qu'en fait, non. Est-ce que tu as dû demander l'accord à ta direction pour faire ça ou pas Alors du j'avais tout? demandé l'accord à mon chef Ouais. en disant ça. En fait, j'avais demandé l'accord en amont. Il était un peu réservé. Puis il avait vu l'ampleur que ça avait pris sur Twitter, il m'avait dit: «Bah, écoute, on peut tenter, on verra bien, hein, la réaction». Voilà, avec la tu vois, limite de, bah, si tu fais vraiment une sortie de piste, c'est vraiment tu en sens responsable. Ouais. Tu vois? Enfin, c'est là où je me fais pas d'illusions. Les réseaux sociaux, ça peut être vite, ça peut monter en cacahuète en 3 minutes, hein. Mmh. Et donc c'est là où il faut faire attention à la parole que tu exprimes, parce que malgré tout, tu exprimes une parole, même si tu le fais à titre personnel, à tes DRH, tu exprimes toujours une parole qui est à la lisière entre l'institutionnel et le personnel. Bien sûr. Après, je pense que mettre en avant son établissement, ça relève d'aucune faute, professionnelle et je pense qu'au contraire, ça rend le truc beaucoup plus humain. Ouais, complètement, complètement et tu des en interne, est-ce que tu as des personnes qui ont pas compris? Tu vois, des cadres ou des gens de ton équipe qui se sont dit: «Mais pourquoi tu fais ça? C'est pas comme ça qu'on va recruter?» Alors, des cadres, non, mais enfin, je pense qu'il y a beaucoup eu de curiosité. Alors dans mon équipe, il y a eu beaucoup de non pas de pas compris, mais qui étaient surpris, voilà. C'était plus de la surprise dans ma équipe, Mmh. parce qu'ils étaient pas habitués à ce type de directeur, donc ils étaient très surpris que je lance ça. Mais après, vu qu'ils ont eu quand les premières photos ont été publiées avec eux-mêmes et qu'ils ont eu des très bons retours, y compris sur eux-mêmes, bah, ça a quand même beaucoup aussi, décrispé la situation. Parce que finalement, quand tu fais une post avec ton adjointe et qu'il y a 200 likes, bah, c'est pas pareil que quand tu vois? Ça prend une autre tournure aussi. Et après, ils étaient tous très contents d'être dessus parce qu'ils trouvaient que c'était chouette, ça mettait en avant ce qu'ils faisaient de manière concrète, ça les rendait humains, ça les humanisait. Donc voilà. Après, j'ai des collègues directeurs, pas forcément dans mon équipe, mais qui ont pas compris. Enfin, dans son ils ont trouvé que c'était pas notre rôle à faire. Voilà. C'était pas tant pas compris. Ils étaient tous d'accord que ça pouvait marcher, mais ils trouvaient que c'était pas forcément à nous de le faire. Il est encore actif ton compte? Là, plus trop, non. OK. Par faute de temps. Mais en soi, sur le principe, je pense que c'était vraiment une bonne idée et mon grand regret, c'est de pas avoir pu développer TikTok. Mais bon, on peut pas être partout, hein. Ah ouais, je suis d'accord. Peut-être il y en a peut-être qui vont nous écouter et grâce à ça, ils vont se lancer demain. On verra. Si c'est le cas, vous nous direz. Mmh. C'est hyper intéressant aussi parce que ça, c'est encore une fois un levier, pas compliqué en tout cas à mettre en place. Alors oui, il y a un petit peu de temps à y consacrer, mais c'est Mmh. pas non plus, voilà, quelque chose de très coûteux. Est-ce que tu as eu aussi des choses, alors je sais que tu avais fait des partenariats avec France Travail, bah, alors Pôle emploi, France Travail maintenant. Mmh. Comment aussi tu as pu faire connaître les métiers de l'hôpital au grand public? Parce que souvent c'est très obscur, hein. Bah, c'est très obscur et surtout, à la grande surprise des gens, on ne manque pas que d'infirmiers à l'hôpital, on Et manque non. aussi de métiers beaucoup plus, on va dire, connus, Mmh. plomberie, électricien, ou Secrétaire, même voilà, yes. voilà. C'est en fait, l'hôpital, c'est 130 métiers, enfin, c'est 130 à 200 métiers en fonction de comment on le calcule, mais en toi, c'est plein de métiers différents, c'est tout ce qu'il faut retenir et en fait, faire marcher tous ces enfin, faire marcher un hosto, c'est quand même avoir des postes dans tous enfin, avoir des gens dans tous les postes. Et dans ça, c'est vrai, pour le coup, bah, on avait mis la priorité sur les postes soignants et il y a pas de sujet, hein. Mais finalement, infirmier, tu peux toucher une cible infirmière qui est même diplômée ou on voit des diplômés. Tu vas peu faire venir des gens qui ne font plus infirmiers, qui vont revenir infirmiers, c'est rare. Alors qu'en fait, tu peux avoir des gens qui travaillent aujourd'hui dans la plomberie, qui peuvent repasser, dans l'hôpital. Et donc c'est vrai que pour le coup, on s'est rendu compte que d'une part, on peut faire plein de métiers, montrer que l'hôpital, c'était aussi des offres de recrutement très diverses et c'était un peu ça qu'on a fait avec France Travail parce qu'autant ils avaient bien en tête infirmiers, médecins, Ouais. autant en fait, ils n'avaient pas du tout en tête les autres métiers. Alors en fait, ils intègrent pas le dispositif d'accompagnement et ça nous a permis de recruter des gens, y compris sur des métiers où on était en grande, difficulté, comme gestionnaire de paye. Et en vrai, on dit toujours: «Bah, il vaut mieux des infirmiers que des gestionnaires de paye». Ouais, mais en fait, si tu es gestionnaire de paye et tu en as pas, tes infirmiers, tu les payes mal parce que tu Mmh. vas avoir plein d'erreurs de paye et après ils vont de toute façon, elles partent toutes, hein. C'est Donc exactement ça. là-dessus, c'est vraiment fondamental de pouvoir justement assurer un bon service client à nos, professionnels.
Et ça, pour le coup, c'est vraiment, enfin, avec France Travail, on a fait enfin, pour le coup, j'avais une super agence dans le 18e arrondissement de Paris. On a fait du super travail et on a recruté une quinzaine de postes et ça s'est très bien passé. Et là, tu les as juste démarchés, toi, enfin, passer un coup de fil en disant: «Il faut vraiment que j'ai un interlocuteur chez France Travail, comment vous pouvez m'aider?» En fait, c'est moi, alors c'est pas moi directement, c'était mon adjointe qui Mmh. avait eu cette idée et qui était une super idée, qui a dit: «On devrait essayer de contacter France Travail» et c'est vrai que pour moi, j'avais une vision, un pied vieillotte de France Travail en me disant: «Qu'est-ce que ça nous apportait, quoi?» Mmh. Pour moi, je pensais Indeed, LinkedIn et compagnie et en fait, bah, d'une part, je pense qu'on a eu beaucoup de chance, hein. Moi, je le redis dans le sens où ils ont été hyper moteurs, hyper réactifs et hyper aidants et ça, je pense que quand même, après la comparaison avec d'autres collègues, c'est pas le cas partout, mais c'est toujours pareil, c'est aussi très personne dépendante. Et nous, on avait vraiment une équipe au top. Ils ont été directement au service d'eux, à nous accompagner, à nous aider, à faire le pré-repérage des candidatures et donc à nous diriger des candidats qui étaient déjà qualifiés. Mmh. Et rien de ça, tu gagnes un temps énorme. Mmh. Ah mais ça, c'est Et, sûr. et pour le coup, ça a permis vraiment bah, de combler des postes. Et aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé les gestionnaires France Travail un peu justement à la diversité de l'hôpital et à son fonctionnement. Parce que par exemple, moi, ce que je trouvais aussi parfois, c'est qu'il y pouvait y avoir une méconnaissance, ou pas très bonne connaissance du fonctionnement réel hospitalier. Et je pense que si on veut aussi avoir des soignants demain, il ne faut pas leur vendre du rêve pour leur vendre du rêve. Sinon, il n'y a rien de pire que la désillusion. Mmh. Je pense qu'il faut être transparent et réaliste sur les conditions d'exercice. Ça veut pas dire que tout est horrible, c'est pas vrai du tout. Je pense même que c'est un très beau métier infirmier, etc. Mais pour autant, il faut être réaliste et transparent. Mmh. Faut pas leur dire que ça va être dans la série urgence. Et ça, je pense que voilà, il y avait ce côté-là. Et donc, on a mis en place des immersions où durant une demi-journée, voire une journée, un conseiller France Travail suivait des soignants pour pouvoir mieux se rendre compte et pouvoir mieux expliquer le métier à des gens qui hésiteraient à faire ça. Ouais, c'est hyper intéressant parce que justement, tu vois, cette personne de France Travail, bah, elle va pouvoir aussi transmettre ce qu'elle a vu et ce qu'elle a vécu et pas n'importe quoi. Moi, je me rappelle, tu vois, quand je recrutais les secrétaires médicales, c'était l'enfer parce qu'il y avait des épreuves d'équivalence de diplôme et à chaque fois, je pense que sur 10 recrutements, finalement, j'en avais qu'une que je pouvais vraiment embaucher parce que son diplôme était reconnu. Donc ça, c'est vrai que c'est un quotidien, je pense, de personnes qui peuvent nous écouter, qui vont se rappeler de voilà, de recrutement où on se dit: «Ah ben non, en fait, pas du tout» et toi, tu as perdu du temps, la personne, elle a perdu du temps aussi. Donc c'est ça qui est assez dommage. Heu, Est-ce qu'après, tu vois, tu as réussi, tu parlais justement des conditions de travail, des conditions d'exercice, il y a alors, il y a à la fois le salaire qui est important, bien sûr, mais il y a aussi tous les avantages, RH, toutes les conditions de: «Je rentre à la PHP, voilà, ce que je vais pouvoir avoir ou pas avoir». Comment justement tu transmettais ça aux nouveaux embauchés? Est-ce que c'était justement pendant ton accueil nouvel arrivant ou est-ce qu'ils avaient une information en amont, même avant d'être recrutés? Mmh. Bah, on a essayé effectivement de mettre en place une information en amont pour être encore une fois, moi je pense que plus tu es transparent sur ce que déjà tu offres, déjà plus tu es attractif et aussi plus tu es réaliste et moins déjà tu as moins de questions après de gens qui vont dire: «Ah mais je pensais qu'il y avait ça» et Mmh. alors qu'en fait non. Voilà, je pense qu'il faut vraiment être transparent. Surtout qu'en plus tu as des choses intéressantes à proposer, bah, autant de bien circonscrire ce que tu proposes et ce que tu proposes pas pour pas créer pareil de la désillusion et après des déceptions. Et donc on avait fait en place notamment via mon adjointe une vidéo, voilà, qui fait un peu les avantages RH à nous rejoindre. Mais c'est pareil, tu vois, en fait, avoir une vidéo pour que tu peux envoyer à tous les instituts de France et de Navarre, bah, en fait, tu gagnes du temps. Mmh. En fait, tu vois, c'est pareil. Enfin, aujourd'hui, tu vois, on avait fait une vidéo où à la fin, tu n'avais qu'à cliquer pour te connecter sur notre plateforme de recrutement. Bah, c'est du temps gagné en termes de recrutement. Voilà, après des messages clés, et cetera. Mais je pense que voilà, il faut qu'on arrive, en tout cas, à moderniser notre communication. Ouais. Et là-dessus, je pense que vraiment, il y a un travail qui a été fait dans beaucoup d'hôpitaux, hein, depuis 2022 sur ces sujets-là. Et là, on le voit, la communication a quand même sensiblement changé. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment un travail sur lequel il faut qu'on enfin voilà, c'est un truc permanent et on se rend compte encore aujourd'hui qu'il y a des trucs qu'on a financés, même au niveau national. Je pense moi, je prends toujours cet exemple. Le Ségur de la santé, notamment ce qu'on appelle le complément de traitement indiciaire, les 183 € qu'ont eu tous les hospitaliers, et ben, il y a encore plus de la moitié des hospitaliers qui pensent que ça compte pas pour la retraite. En fait, c'est pas négligeable comme différence parce que, 183 € sur la retraite en plus, c'est quand même un paquet d'argent pour l'État à payer. En fait, on n'est pas arrivé à expliquer ça aux gens Ouais. et donc ça veut dire il faut redire, répéter tout le temps. Mais c'est vrai que ça, c'est un travail permanent. Alors là, mais vraiment, je te rejoins parce que je me rappelle encore d'une réunion avec ma DRH, mon ancienne DRH, où justement, il y avait une des collaboratrices qui nous disait: «Oui, mais ça ne compte pas pour la retraite».
Et la DRH lui disait: «Mais si!» Et en fait, elle ne la croyait pas. C'est ça qui était fou, c'est que, bah, elle avait entendu par un tel, parce que alors par contre le bouche à oreille, ça marche très, très bien à l'hôpital et malheureusement, c'est souvent des mauvaises informations et ça a été mais un cheval de bataille de la DRH, de mon ancien établissement de dire: «Mais si, en fait, ça compte» et c'est vrai que c'était difficile de le faire entendre d'elle, en effet. Donc oui, je confirme, cette anecdote-là. Hem, Aujourd'hui, tu as quitté donc la PHP. Tu as quitté donc l'année dernière, c'est ça? Mmh, tout à fait. Heu, pour, on va dire, prendre un poste d'ampleur au sein de la DGOS, donc Direction générale de l'offre de soins. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, bah, justement sur, quelles sont tes fonctions aujourd'hui? Parce que certes, tu as quitté le côté, DRH, de la PHP, mais bon, tu en es pas si loin quand même. Non, effectivement, bah, déjà parce que moi j'ai vraiment adoré la fonction RH. Je pense que Ouais. c'est la plus exigeante de l'hôpital, mais c'est la plus passionnante aussi. Mmh. Ah vraiment, moi je peux que recommander aux gens de faire des RH dans leur vie, c'est extraordinaire. Bon, je pense que c'est éreintant, mais c'est extraordinaire. Et donc j'ai effectivement poursuivi, bah, notamment par rapport à ce que je fais sur l'attractivité, beaucoup à la PHP et tout, ben, on m'a proposé dans ce poste-là où je suis désormais chef de projet attractivité au niveau de la DGOS, donc sur l'ensemble des professionnels de santé. Alors pas tout seul évidemment, il y a des bureaux métiers après avec qui on travaille en collaboration. Mais l'idée c'est justement de construire ça. Et donc on travaille beaucoup, voilà, bah, notamment sur des sujets. Là, on a fait un plan manip radio pour les manipulateurs radio. Mmh. Voilà, on aimerait demain faire un plan sur les cadres de santé. Voilà, il y a quand même pas mal de travaux qu'on voudrait mener sur ces sujets. À côté de ça, je suis aussi en charge, alors dès mon arrivée, des violences sexistes et sexuelles, enfin la lutte et la prévention là-dessus. Donc là-dessus, d'ailleurs, le ministre, il a lancé un plan d'action en janvier 2025 Ouais. avec 9 mesures fortes sur ces sujets. Et depuis le 1er septembre, j'ai même intégré une dimension plus large que les violences sexistes et sexuelles, parce que c'est l'ensemble des violences en santé Ouais. sur lesquelles je travaille. Ouais, je pense que Donc, c'est voilà. bien, hein, Enfin, d'élargir ça, c'est un sujet maintenant dont on parle un petit peu plus, qu'avant. Je pense que malheureusement, c'est un sujet, qui a toujours existé, hein, au sein de l'hôpital. ça. Mais c'est vrai qu'on en parle plus. Comment ça s'articule pour toi, aujourd'hui? Est-ce que tu es encore sur le terrain? Est-ce que tu rencontres des DRH, des hôpitaux publics, des hôpitaux privés? Parce que c'est vrai qu'on a aussi cette frontière entre hôpitaux publics, hôpitaux privés, mais malgré tout, je pense que tes DRH, tu rencontres les mêmes problématiques. Comment ça se passe pour toi? Alors, enfin moi, sur tous mes postes, je pense que le contact avec le terrain, c'est essentiel. On a Ça bien évite déjà de compris. partir en fait, voilà. Donc ça, je le fais toujours, de rencontrer et des DRH, alors plus seulement public, mais aussi du secteur privé, parce on a parfois des sujets communs. Mmh. Et en tant que ministère de la Santé, on travaille par exemple, si on va travailler sur le métier infirmier, ça va toucher tout le monde, y Mmh. compris le secteur privé et d'ailleurs même le secteur libéral. Donc déjà, c'est effectivement d'autres acteurs à rencontrer. Mais ça, je pense que c'est évidemment essentiel de travailler avec ces acteurs de terrain. Ça, c'est mon grand souhait. Et par exemple, sur le plan Manip Radio, c'est pas seulement avec des acteurs institutionnels qu'on travaille, mais c'est y compris en échangeant avec des équipes sur place. Ça, j'y tiens aussi beaucoup parce que je pense que c'est vraiment en échangeant avec des acteurs qui réellement sont sur le terrain que, d'une part, on évite de tomber à côté dans la réponse à apporter et que d'autre part, ça nous permet de répondre correctement aux problèmes. Et justement, sur le plan Manip Radio ou d'autres plans que tu as pu mener, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, tu vois, sur les actions, ou je sais pas si c'est des recommandations que vous faites pour les établissements? Alors, en fait, généralement, quand on fait un plan, quel qu'il soit, que ce soit le plan VSS, et cetera, ça finit toujours par une note pour le cabinet du ministre de la Santé et qui va arbitrer les mesures en disant: «Bah, cette mesure, je la trouve bien et donc je veux qu'on la décline» ou «Cette mesure, pour moi, elle est pas nécessaire ou pas importante» et donc à ce moment, c'est lui qui la retire. Et c'est lui qui va effectivement faire le tri dans les mesures D'accord. qu'on va mettre en place. Sur le plan Manip Radio, il y a plusieurs, réflexions qu'on a, hein. Il y a déjà peut-être redéfinir le socle de compétences actuel des Manip Radio. Mmh, Il y a peut-être des choses qui aujourd'hui sont faites via des protocoles de coopération qui mmh. pourraient intégrer le socle de compétences initial. Parce que finalement, c'est des actes qu'on estime, bah, qu'ils ont plus ou moins tous acquis, donc on pourrait tout à fait envisager le fait de les réintégrer dans la formation initiale. Et à l'inverse, dans les sujets qu'on se pose, c'est l'ouverture plus loin à la pratique avancée. Mmh. C'est un Oui, peu parce comme que les infirmiers, on puisse bien sûr. avoir des manip radio en pratique avancée. Donc là, pour l'instant, il y a pas de réponse définitive. On est en train de mener des concertations avec les acteurs privés, publics, HAS, manip radio, pour justement essayer d'arriver à un consensus, voilà. Et après, avec une proposition d'arbitrage de si on y va, ce serait pour quels actes, et cetera.
Ouais, donc c'est quand même hyper concret, sur les plans et toi, ça te permet, de pouvoir, voilà, faire on va dire un petit peu le lien entre, bah, ce que tu as pu et ce que tu observes sur le terrain, quand tu y es et voilà, de pouvoir, apporter certaines idées, et certaines pistes de réflexion, au niveau, gouvernemental et du ministère. Mmh. C'est très concret, tout ce que tu nous expliques. Hem, Est-ce que aujourd'hui, tu arrives en tout cas à, comment dire? À, arriver à voir quels sont les freins de l'attractivité? Est-ce que toi, tu as vraiment réussi à identifier certaines choses où pour toi, ça pourrait expliquer ce problème d'attractivité qu'on a aujourd'hui? Alors, je pense qu'en fait, il y a pas de réponse du tout unique. En fait, pour moi, il y a plein de réponses à ces questions. Déjà, ça dépend de qu'est-ce qu'on parle comme dans l'attractivité. Déjà, est-ce que c'est des métiers qui donnent envie? Mmh, Aujourd'hui, par exemple, infirmier ou médecin, toutes les places, elles sont prises. Donc déjà, c'est des métiers qui, aujourd'hui, donnent encore envie. Il n'y a pas une seule place vacante à la fin de l'inscription après Parcoursup. Il y a même une liste d'attente longue comme le bras. mmh, Donc déjà, sur l'attractivité des métiers, là-dessus, déjà, on peut se rassurer. De 2, par contre, dans beaucoup de métiers, mais c'est pas propre à la santé, dans beaucoup de formations, on constate que dès la première année, il y a une déperdition. ouais, Donc, il y a pour moi toujours une déperdition du fait des mauvaises orientations, et ça, même malgré Parcoursup, il en restera toujours. Donc, c'est comment on la réduit au maximum, en toujours en améliorant l'orientation des élèves dès l'école, enfin dès le collège et le lycée. Comment on améliore le fait qu'ils se s'orienter dans la bonne filière par rapport à leur niveau. Comment, à mon sens, on crée davantage de passerelles. Tu vois, on a découvert sur les manip radio qu'il y avait une expérimentation à Créteil, donc à côté d'ici, où en fait, certains étudiants en médecine qui rataient la première année, au lieu de redoubler une deuxième première année, on leur proposait, alors c'était au choix, hein, ils avaient le choix de refuser, d'intégrer la deuxième année de manip radio. Et là, ils ont fait déjà désormais sur une quinzaine d'étudiants par promotion. Ça se passe très bien, ils sont tous pris, et ce qui permet de combler ces fameuses places abandonnées par des étudiants de première année. Et donc ça, déjà, rien que ça serait un gap majeur, sans moyens supplémentaires de l'État, à nouveau, encore une fois, pour améliorer justement le nombre de professionnels formés. Ça, c'est déjà quand même un premier sujet. De deux, il y a quand même le fait qu'aujourd'hui, la situation dans les hôpitaux publics et même privés, elle a quand même mieux sur, par exemple, le métier infirmier. Ça, on constate qu'il y a eu des améliorations, parce que d'une part, le nombre de places en formation a augmenté, c'est aussi un levier clair, et parce qu'en plus, à côté de ça, je pense que les hôpitaux ont quand même commencé à travailler aussi sur leur propre attractivité. mmh. Et ça, je pense qu'il y a des sujets qui ne relèvent pas du niveau national. Et je l'ai toujours pensé, même quand j'étais DRH, je ne dis pas ça parce que j'ai pris dormir une autre casquette. J'ai toujours dit, moi, je prends toujours cet exemple. Dans mon ancien hôpital à Bichat, j'avais 2 services de même discipline. Donc, même prise en charge, des services normés, donc pas de différence de ratio. Ils étaient avec le même nombre de personnes en face. Pourtant, j'en avais un et ils étaient situés au même endroit. Donc, même pas un problème de local. Il y en avait un qui était à plein d'effectifs. Dès que quelqu'un partait, il y avait une liste d'attente longue comme le bras pour le rejoindre. Il y en avait un autre, qui manquait la moitié des effectifs. Alors qu'on pourrait dire, pourtant, c'est facile. Mmh. Mais en fait, ce que tout le monde faisait ressortir, c'était le cadre et le chef de service. Ouais. Et ça, pour moi, alors certes, il y a un levier que côté des DGOS, on veut déployer, c'est ce qu'ils appellent le parcours manager. C'est pour justement former tous les managers hospitaliers, donc à la fois cadre administratif, cadre soignant et encadrement médical à ce management. Pour autant, enfin, moi, je pense aussi, hein, qu'il y a des gens qui ne savent pas faire ça. Ouais. Enfin, même après une formation, ne sont pas un truc. Et après, il faut avoir le courage au niveau local de prendre les décisions pour changer ce type d'encadrement. Mmh. Parce que Complètement. tu vois, même salaire, même poste, etc., tu peux pas te retrouver avec un service qui ne monte pas de personnel et un service où il monte la moitié du personnel. Mmh. Et ça, c'est pas une question de logement, une question de. Et ça, je pense, que c'est très concret sur l'attractivité. Ouais. Pareil sur les stages, on a la chance à l'hôpital de former des milliers de jeunes tous les ans en stage, et en stage infirmier, en stage externe de médecine. Alors en fait, là-dessus, il y a encore des retours de stagiaires qui sont catastrophiques pour l'image. Et il suffit d'une mauvaise expérience catastrophique pour que la personne soit dégoûtée à vie de l'hôpital. Mmh. Et ça, Complètement. je pense qu'il faut qu'on travaille tous pour que pareil. Moi, ça avait marqué, la PHP, ils avaient partagé un chiffre à l'époque quand j'étais. Il y avait un tiers des étudiants infirmiers de tout l'AP, donc c'est pas une petite volumétrie, hein, Mmh. de tout l'AP, qui en 3 ans de formation n'avaient jamais accédé à un staff médical et n'avaient jamais accédé à une salle de pause. Voilà. Donc en fait, pour manger, ils mangeaient dans le couloir du service, Mmh. tout seul. C'est terrible.
tu vois, comment tu veux après être attractif? Tu vois, tu peux donner même des millions d'euros aux gens, c'est pas ça qui va les faire venir. Ah mais Et à l'inverse, je reste tu vois, tu as les persuadée que c'est pas services, qu'une question de salaire. tu vois, tu as des services qui avaient mis en place des trucs hyper chouettes de tutorat, de mentorat et bizarrement, tous leurs stagiaires voulaient rester chez eux. Mmh. Soyez pas surpris, hein. Mais enfin, tu vois, Et moi, donc ça, voilà. de mon expérience personnelle, hein, moi, je me rappelle très bien de mes études infirmières. Bon, ça fait quelque temps maintenant, mais je savais qu'il y avait des endroits ou des services où je n'irais pas travailler, même si la spécialité vraiment me tentait et c'était vraiment mon rêve ultime de pouvoir y aller. Bah, j'avais pas été parce que, j'ai préféré aller, tu vois, dans mon établissement où j'avais fait mon stage, où ça s'était bien passé, où mon équipe m'avait vraiment accompagnée. Je m'étais dit: «Tant pis, je sacrifie en tout cas le côté un peu spécialité pour plutôt aller dans un endroit où je m'y sens bien» et ça, c'est vrai que c'est capital, en effet. Ouais C'est et après, juste un dernier truc, c'était, je pense, les parcours. Je pense que là aussi, c'est un sujet qui peut jouer parce qu'aujourd'hui, il faut se dire pareil que les gens, ils ont changé. Ils feront pas 20 ans le même métier mmh, et donc ça, faut commencer à réfléchir à des parcours et ça, c'est très spécifique à l'hôpital, de se dire, jusqu'alors, bah, la personne va rester 30 ans dans le même service et elle sera toujours infirmière mmh, et c'est comment tu accompagnes les gens, comment tu proposes à certains des parcours. mmh. Voilà et ça, je C'est, pense qu'il faut y c'est très important, je pense, le côté aussi formation, tu vois? Comment je peux, mieux apprendre, comment, voilà, tu parlais aussi des managers, c'est vrai qu'à l'hôpital, c'est très, le vendredi, tu es infirmier, le lundi, tu es, faisant fonction. Parce que le manager, il est plus là, le cadre est plus là et il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère, et donc souvent, tu es un peu parachuté le lundi, bon, bah, ça y est, c'est parti, tu es cadre, tu es manager et puis, bah, comme tu dis, tu es pas formé. Tu sais pas si tu seras bon là-dedans parce que tu as jamais managé et je pense que c'est très, comment dire? Heu, c'est hyper important de pouvoir dire, «Moi, je sais faire, mais ça, je sais pas faire» et ça, c'est vrai que c'est capital et c'est vrai de pouvoir, avoir un accompagnement sur le management. Management, c'est pas quelque chose qui est inné, hein, ça n'existe pas. Bah, surtout que je pense qu'en plus pour les médecins, il y a quand même cette particularité, surtout dans les gros établissements, notamment les CHU, de penser que le meilleur professeur du service, qui est le meilleur chercheur du service, qui est censé être, le meilleur médecin du service et en plus serait le meilleur manager. Alors parfois ça existe, c'est Mmh, le mouton à 7 pattes, mmh. mais c'est pas hyper fréquent. Non, c'est clairement pas hyper fréquent et je pense que c'est des situations qui sont vécues dans beaucoup, beaucoup, Mmh. beaucoup de services, Bien en sûr. effet. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, aujourd'hui, tu vois, sur le plan, professionnel et le plan personnel? Tout on va dire, j'ai l'impression que tu bouillonnes d'idées, chaque jour, tu as quand même ce côté très terrain. Justement, toi, enfin, tu as fait quand même beaucoup de choses déjà en tant dans toute ta carrière professionnelle. Comment tu imagines la suite? Comment tu voilà, comment tu arrives à te projeter? Alors pas du tout, ça j'avoue, je me projette jamais, sur quoi que ce soit. Je découvre les choses au fur et à mesure. Après moi je pense que juste il faut en tout cas oser et je trouve que c'est ce que m'avaient dit mes chefs lorsque j'ai pris mon premier poste à l'hôpital. On façonne chacun peut façonner son poste, voilà. Il y Mmh, a ce qui est écrit dans la fiche de poste et il y a ce qu'on en fait et ça je pense que c'est un peu ces appétences qu'on peut développer. Moi, tu vois, typiquement dans ma fiche de poste initiale quand j'ai rejoint l'hôpital Bichat, il y avait nulle part ni attractivité, ni innovation RH et indiqué dessus. Et dès ma deuxième année de poste, on avait ajouté dans ma fiche de poste attractivité RH. mmh, Voilà. Alors que c'était pas du tout initialement prévu. Donc ça, tu vois, ça, je pense que montrer des choses, avoir envie d'eux, il y a toujours des choses qui vont se développer derrière ça. mmh. Et ça, je pense qu'il faut pas hésiter à oser. Et je pense que vraiment, les hospitaliers et la fonction publique de manière générale, on n'ose pas. On est un peu timoré, on a peur, on a un sentiment d'illégitimité, ou que le privé ferait toujours mieux que nous. Et parfois, oui, ils font mieux que nous, il n'y a pas de débat. Et parfois, quand même, je pense qu'on a des bonnes idées qui peuvent facilement être exportées. Mmh. Et ça, je pense qu'il faut oser. Et voilà. Je confirme parce que tu vois, pour avoir fait moi aussi pas mal de privé, il y a quand même, des choses moi que j'avais jamais vues, tu vois? La petite vidéo où, ça te décrit, bah, tout ce que tu vas avoir le droit en tant qu'avantage RH. C'est des choses très simples, hein, mais, ça, tu vois, moi je l'ai jamais connu. Donc, et puis c'est surtout, aussi de pouvoir, piquer des idées. C'est dire: «Tiens, Bichat a fait ça, mais viens on le fait», et c'est pas parce que, tu es du privé, du public que tu peux pas le faire, au contraire. Justement, si on a des DRH qui nous écoutent, ce qu'on espère, ils vont peut-être lancer leur compte TikTok demain, on y croit. C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais leur donner à ceux qui nous écoutent et qui recrutent chaque jour et qui ont du mal à recruter?
Moi, je pense que dans les trucs qui peuvent être faciles à faire, voilà, qui sont facilement exportables, c'est d'une part, voir si déjà, sur tous les réseaux sociaux qui existent déjà, est-ce qu'il n'y a pas des soignants de ton établissement qui sont déjà présents dessus? Mmh. Voilà. Et déjà, pour moi, ça peut être les meilleurs relais de tout ce que tu feras par la suite. Mmh. Et surtout que parfois, enfin, même si moi, j'avais mes petits comptes, hein, mais malgré tout, j'avais un compte à 2000 abonnés, c'est rien, hein. J'avais des soignants sur Twitter qui avaient 45 000 abonnés de Bichat, et j'en avais d'autres qui avaient sur Instagram qui avaient 600 000 abonnés. J'en avais pas du tout sur les mêmes volumétries. Et surtout que eux, en plus, ils étaient suivis que par des soignants. Bah, bien sûr. Mais pour autant, là, déjà, ça marche pas toujours, mais peut-être que déjà, dans ton hôpital où tu es, ou dans ta groupement hospitalier, tu as un soignant qui est déjà hyper actif de lui-même sur les réseaux sociaux. Et donc, lui, ça peut être déjà ton meilleur relais. De deux, je pense que déjà en interne, à l'inverse, c'est d'aller voir à l'encontre des services. Ça, je pense que ça prend toujours énormément de temps, ça c'est vrai. Mais je pense que c'est hyper instructif. D'une part, tu prends vraiment la température de l'hôpital. Et ensuite, quand tu reviens après dans un service, parce qu'une fois il y a une grève, il y a un truc qui s'est mal passé, le fait de t'avoir déjà identifié et vu sur un truc qui était relativement cool et sympa, et ben ça atténue tout de suite la violence de l'échange. Mmh. Les gens déjà ils peuvent pas te dire la première phrase que moi j'avais à chaque fois, mais de toute façon les DRH on vous voit jamais. Là déjà ils étaient obligés de dire ah bah oui de toute façon vous avez vu il y a 3 mois vous êtes venu vous dire bonjour. Tu vois 3 mois c'est pas non plus une récurrence énorme, mais Mmh. et c'est vrai que tu étais déjà venu les voir et donc que tu aimes, tu t'inquiètes, enfin tu te soucies d'eux, voilà. Et ça, je pense, ça coûte pas d'argent, c'est pareil, mais c'est facile à mettre en œuvre. Que je pense que voilà, associer les gens dans la nouvelle technologie, c'est facile. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a plein de moyens de les associer. Et quand même, d'ailleurs, ton idée ira dans le même sens que la leur. Tant mieux, à la rigueur. Tu vois, si tu as pensé à un truc et que finalement le sondage va dans le même sens, tu pourras te dire, bah, c'est génial. J'avais bien visé en voulant faire ma mesure, mais au moins tu pourras aussi te dire, suite à votre sollicitation, bah, c'est aussi pour ça qu'on l'a fait. Et à l'inverse, ça t'évitera parfois d'avoir des mauvaises surprises sur les trucs où tu pensais que c'était une bonne idée et que les gens te diront: «Faites, on s'en fiche». Ouais. De rencontrer le terrain, je pense que c'est indispensable aujourd'hui et pas avoir, moi je me rappelle des fois d'agents qui te disaient mais qui est cette personne là-bas? Ah c'est lui le DRH, d'accord, ok. Ça fait 5 ans que je suis là, mais je l'ai jamais vu donc ouais, je vois très bien. Nicolas, est-ce que on peut te demander si on a des personnes qui nous écoutent et qui aimeraient échanger avec toi, comment ils peuvent faire? Même si je sais que ton emploi du temps est très chargé. Alors, il y a pas de problème pour me contacter, sur les réseaux sociaux, c'est plus simple. Ouais. Je pense que sur LinkedIn ou et cetera ou même sur Twitter. OK. Après, comme je le dis toujours aussi, il faut pas être vexé si je réponds pas dès la première fois. Je peux aussi oublier le message en toute bonne foi. Parce que ce que je fais souvent d'ailleurs, c'est que je vois le message, je me dis: «Ah tiens, je vais faire une réponse» et après, bah, la réponse se perd dans mes idées et n'a pas lieu. Mais il faut pas hésiter à me relancer. Enfin, si je réponds pas, c'est pas que j'ai pas voulu répondre, je réponds toujours, hein, dans tous les cas. Mais il faut pas hésiter à me relancer. OK. Donc on mettra ta page LinkedIn, comme ça au moins les personnes pourront te contacter facilement. Nicolas, merci beaucoup pour cet échange. C'était très terrain. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées à piquer dans cet épisode pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont concernées par ce sujet d'attractivité et de fidélisation de leur personnel. Je te souhaite bon courage pour ce poste au sein de la DGOS. Je pense qu'on a du boulot, mais moi, en tout cas, tu vois, ça me donne un coup de motivation de me dire qu'il y a des personnes comme toi qui se battent au quotidien pour justement améliorer notre système de santé et le quotidien et les conditions de travail de nos soignants. Merci Nicolas. Bah, merci Marie-Noëlle, surtout pour l'invitation et c'était très chouette d'échanger avec toi et vraiment merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci d'avoir écouté Le Temps de la Relève. J'espère que cet épisode vous a inspiré et donné des clés pour réfléchir ou agir au quotidien. Pour faire vivre ce podcast, il est indispensable de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous et de laisser un commentaire. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à mettre en lumière les initiatives et les professionnels qui transforment la santé. Et si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience ou vos projets sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également suivre Le Temps de la Relève sur LinkedIn et Instagram pour ne rien manquer des prochains épisodes et découvrir les coulisses. Je suis Marie-Noëlle et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer ensemble les solutions concrètes pour un meilleur système de santé.